C'est bon. Cool. Hop. Bon, bah, du coup, je vous laisse gérer ça. Yes. Yep, c'est OK pour moi. C'est bon pour oui. Et bon, on va commencer alors. Ça y est. Du coup, déjà, merci Romain d'avoir accepté de partager avec nous ta vision du design fiction et ton savoir, du coup. Avec plaisir. Est-ce que déjà, en quelques minutes, tu peux te présenter et te présenter? Yes. Donc, je m'appelle Romain Fenouil. J'ai une dizaine d'années d'expérience maintenant dans ma vie pro. J'ai démarré, je travaille dans les sociétés de conseil sur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage au début. Et ensuite sur plus globalement de l'accompagnement à l'innovation pour mes clients, notamment en utilisant tout ce qui tourne autour des pratiques de design pour mieux comprendre le besoin utilisateur. Donc, j'interviens plutôt en phase amont et de cadrage des projets. Et j'ai fait pas mal d'animations, d'organisation d'événements type hackathon, design sprint. Je m'étais un peu spécialisé là-dedans. Et j'en ai eu un peu marre parce que j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'on intervenait chez nos clients, c'était des interventions un peu one-shot qui n'avaient pas forcément d'impact sur la durée. Et il y a 5 ans, je me suis mis à mon compte et depuis 2 ans, on a créé un collectif qui s'appelle Le Coup d'après pour faire, alors, pas spécifiquement que du design fiction, mais globalement, on fait de la prospective. Et l'idée, c'est d'essayer d'aider nos clients à imaginer ce que pourrait être le futur et ensuite à se mettre en ordre de bataille pour atteindre la vision du futur qu'on peut les aider à définir. Donc, du coup, voilà, essayer de travailler sur plus des stratégies de long terme plutôt que de l'innovation, on va dire, produit ou service immédiate. Okay. Tu nous as parlé du coup de design fiction. Ouais. Et du collectif, du coup, Le Coup d'après. Est-ce que tu peux nous parler déjà du collectif? Parce qu'on en a entendu parler, mais au final, on ne sait pas trop ce que vous faites. Ouais. Alors, collectif, déjà, c'est un peu, c'est un peu un nom. Normalement, c'est pour les artistes ou pour les rappeurs, mais ouais, c'est un moyen de bosser ensemble avec des personnes qui sont chacune un peu indépendantes. En gros, on est 4 aujourd'hui dans le collectif. Noémie Aubron qui a son compte, Pamela Bailly aussi a son compte, et puis Mathieu, Joanny et moi, on est associés. Parce qu'on a d'autres activités aussi à côté de ça. Donc ça, c'est l'équipe cœur, on est 4. D'ailleurs, je vais vous partager l'écran pour vous montrer les têtes de tout le monde. OK. Tac. Hop, vous devez voir là. Ouais. C'est bon pour nous. Ouais. Voilà. Donc, on est 4 dans l'équipe cœur. Et après, la logique du collectif, on a à peu près, pas les mêmes parcours et influences, mais on a des profils un peu similaires. Pamela a un profil très ressources humaines. Elle a bossé pendant très longtemps dans les RH. Noémie a un profil plus... alors, sa spécialité, c'est d'essayer d'imaginer de nouveaux business models. Donc, en gros, on va dire sur ce qu'on faisait avant, quand on essaie d'aider nos clients à imaginer de nouveaux produits et services, avec Mathieu, Noémie, typiquement, arrive après en se disant OK, ces concepts-là, ils sont plutôt cool, mais comment est-ce qu'on peut les rendre économiquement viables, quoi. Donc, ça, c'est un peu sa spécialité. Et Noémie, ça fait 2 ans maintenant qu'elle rédige une newsletter hebdomadaire sur la prospective. Ça s'appelle La Mutante. Vous pouvez vous abonner, c'est plutôt cool. Sur des thématiques qui sont quand même très liées autour du futur du travail. Donc, quand on a créé le collectif il y a 2 ans, c'était plutôt autour de cette thématique-là. Et la logique, c'est d'avoir une équipe cœur et d'avoir tout autour une galaxie en fait, de partenaires avec qui on peut travailler en fonction des problématiques de nos clients. Donc, sur tout un tas de secteurs, on connaît des personnes qui maîtrisent bien les sujets et à qui on va faire appel pour travailler avec nous. C'est à la fois en termes d'expertise sur les sujets et aussi on travaille beaucoup avec des profils
alors, je vais dire, créatif et artistique au sens large. Mais on peut bosser avec... je vous parlerai des projets qu'on a fait l'année dernière, mais avec des sound designers, comme avec des illustrateurs de bande dessinée, des motion designers, des directeurs ou directrices artistiques en agence de communication. Voilà, donc on a autour de nous tout un tas de profils qui gravitent et l'idée, c'est un peu de construire l'équipe sur mesure pour la problématique du client. C'est comme ça qu'on a un peu imaginé le dispositif. D'accord, ok. Ok. Ouais. Du coup, en fait, le design fiction, ça peut englober vraiment beaucoup de corps de métier, en fait, au final. Et, Ouais, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a pensé. C'est comme ça qu'on a envie de le faire, en fait, c'est en croisant un peu toutes les influences. Et puis, on est parti du constat que nous, de toute façon, on ne pouvait pas être expert de tous les sujets. Aujourd'hui, la complexité du monde, c'est juste impossible. Et donc, nous, on va dire qu'on a une expertise sur la méthodo et comment est-ce qu'on peut mener le projet. Et après, l'expertise métier, on va la chercher soit chez des externes et aussi avec nos clients, parce que souvent, nos clients ont une partie de l'expertise. Et ce qu'ils cherchent, c'est quand même aussi aller chercher un regard extérieur. Donc, on fait, on va dire, un mix un peu des deux, quoi. ok. Ok. Mais d'ailleurs, en fait, au final, le design fiction, pour toi, c'est quoi, en fait? Enfin, Ouais, on va en parler. Hop. de prime, là, comme ça. Le design fiction, c'est une manière, en gros, le design fiction, on va dire que c'est une branche, je vais caricaturer un peu, mais c'est une branche de la prospective, de ce qu'on appelle la prospective. Prospective, voilà, comment c'est explorer le futur, qu'est-ce qu'on peut, enfin, essayer d'imaginer ce que pourrait être le futur. Ça ne veut pas dire le prédire, parce qu'en fait, prédire le futur, c'est impossible. Et le parti pris du design fiction, c'est de dire on va donner vie à une vision possible du futur. Ok. Là, je vous partage à l'écran une définition qui est inspirée de Fabien Girardin et Scott Smith. C'est de dire le design fiction, c'est une démarche pour créer des interactions et des dialogues à propos des futurs possibles grâce à des artefacts dans tous les espaces entre l'utopie et la dystopie. Donc la notion d'artefact, elle va être importante dans le design fiction. L'artefact, c'est ce qui va donner vie, c'est ce qui va rendre tangible une vision possible du futur. Là où la prospective, de manière plus classique, va essayer de définir tout un tas de scénarios possibles de ce que pourrait être le futur. Vous avez, en gros, dans les années 60, 70, par exemple, il y a Shell qui était très connu pour ça. Shell avait en fait quasiment anticipé le choc pétrolier parce qu'ils étaient en permanence en train de faire des scénarios sur ce que pourrait être le futur. Alors pour ça, vous utilisez les 7 leviers du Pestel, c'est voilà, tous les indicateurs géopolitiques, économiques, sociétaux qui peuvent être amenés à changer. Et puis, on fait des hypothèses là-dessus et on en tire différents scénarios. Voilà, la différence du design fiction, c'est de dire on va juste prendre une vision possible et on va la rendre la plus tangible, la plus concrète possible pour l'expérimenter, en fait. Et l'idée, c'est d'expérimenter ce que pourrait être une vision possible du futur pour ensuite créer du débat, des échanges, et se dire est-ce que ce qu'on vient de voir ou ce qu'on vient d'expérimenter, ça nous donne déjà, est-ce qu'on trouve ça crédible, et puis est-ce que ça nous donne envie ou pas. Et à partir de là, voilà, on crée un espace de débat, d'échange, et ensuite, on va se dire où est-ce qu'on a envie d'aller par rapport à ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a envie de projeter, nous, pour notre futur. Et il y a, à la création du collectif, il y a vraiment cette envie-là, c'est de dire aujourd'hui, le futur, la vision qu'on en a, elle est très influencée par tout un tas d'imaginaires dont on n'a pas forcément conscience, mais en fait qu'on vit au quotidien et qui sont poussés par certains acteurs qui, eux, ont une vision très claire de ce que doit être le futur et de manière un peu inconsciente, on est influencé par ça. Et donc, l'idée du collectif, c'est de reprendre la main là-dessus. En fait. C'est-à-dire, on peut reprendre la main sur notre futur. Le futur, il n'est pas écrit encore. Et donc, on peut tout à fait essayer de l'influencer, comme certains acteurs le font. Je parlais des GAFA, mais il n'y a pas que les GAFA. Il y a tout un tas d'acteurs économiques, en tout cas,
ou politiques, qui ont une vision du futur très, très définie et qui cherchent à la mettre en œuvre. Donc, l'objectif du collectif, c'est aussi ça, c'est de se dire on peut reprendre la main sur notre futur, mais pour ça, il faut se poser des questions, il faut essayer de se projeter et de se dire de quoi est-ce qu'on a envie. Et donc, nous, les trois leviers il y a trois leviers qu'on utilise. Je rentrerai un peu dans le détail après sur les artefacts, mais en gros, il y a ce qu'on appelle la puissance de la fiction. Donc, le fait d'avoir une matière fictionnelle, ça va permettre de libérer la créativité, les imaginaires. La puissance de la narration, parce que quand on va s'immerger dans une vision possible du futur, du coup, ça va être très, très concret. On va en prendre beaucoup plus conscience que juste si on était en train d'en parler. Et puis, il y a un truc auquel on est attaché aussi, c'est la puissance de la collaboration. C'est le fait que, contrairement à ce qui a toujours été un peu fait, la stratégie, ça a toujours été l'apanage des comités de direction et des grands cabinets de strat. Nous, notre parti pris, c'est de dire que si on veut que collectivement, l'organisation, quand je dis organisation, c'est une entreprise, c'est une association, c'est un pays. Si l'organisation s'engage collectivement, il faut que collectivement, on participe à la définition de ce futur-là. C'est un peu les trois leviers sur lesquels on essaie de jouer. Ok. Et pour, si vous voulez rendre un peu plus concret les artefacts, parce que ça va être un peu le cœur du sujet, hein, les artefacts, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un objet, ça peut être un néologisme, un guide rapide, un catalogue, un film, un récit. En fait, on peut presque imaginer tous les artefacts possibles. Je vais vous montrer quelques images. Là, en gros, c'est une ferme hydroponique dans un appartement à Londres. L'idée, c'était de se dire comment peut-être que la nourriture du futur, ça sera directement dans les appartements et ça sera un autre moyen de produire et de se nourrir. Ça peut être un néologisme, donc par exemple se marier se marier en ligne. Il y a tout un travail qui a été fait par exemple sur le soldat du futur par l'armée suisse, avec tout un tas de nouveaux termes en fait, qui ont été créés, un dictionnaire du futur. Donc là, il y a quelques exemples sur Marie-Lignée, Androrythme. En fait, du coup, on crée un nouveau concept et ça amène de la réflexion. Ça, c'est un exemple de guide de démarrage rapide pour un véhicule autonome. Ça a été fait par Near Future Lab, qui est un acteur assez connu en France autour du design fiction. Donc, c'est un prototype physique, c'est un petit flyer, enfin, un 8 pages, quoi, qui permet en fait de se projeter beaucoup plus dans l'usage d'une voiture autonome. Vous avez un exemple de catalogue, c'était un catalogue fait par IKEA sur ce que pourrait être un catalogue IKEA d'ici une dizaine d'années, par exemple. Vous avez tout ce qui tourne aussi autour des films, donc je pense que tout le monde globalement a entendu parler ou a vu Black Mirror. Black Mirror, c'est une manière de faire du design fiction. En fait, on se projette dans un futur relativement proche et assez crédible. Et on teste certains concepts. Et puis, il y a tout ce qui tourne aussi autour des récits, que ce soit court, long, et une histoire qui va raconter ce que pourrait être le futur. Donc voilà à quoi peuvent ressembler un peu, quelles formes peuvent prendre les artefacts. Et puis, je vous ai mis quelques exemples de design fiction célèbres, enfin, en tout cas qui ont été influents. Il y a le communicateur de Star Trek qui a donné vie du coup au Motorola StarTAC. Donc c'est un objet qui avait été produit pour la série et qui a influencé pour le coup concrètement notre quotidien par la suite. On a aussi, ça c'est un projet qui a été fait par Design Friction et en fait c'était une montre, la montre s'appelle Soulage. Ça a été utilisé pour créer le débat au sujet de la fin de vie en Angleterre. Donc il y a carrément un prototype qui a été fait de la montre. Donc c'est une petite montre en gros qui vous permet de dire oui, non, j'ai envie de mourir, quoi. Et en plus du prototype physique, il y a eu des flyers pro et anti qui ont été faits pour s'immerger vraiment dans le sujet et créer le débat. Donc ça peut prendre une forme
une forme hyper concrète. Par exemple, nous, ce qu'on a fait au sujet du futur du travail, on a créé des ateliers, donc une expérience réelle où on projette nos participants en 2030. Ils viennent, enfin, on leur explique le contexte. On est dans le ministère de l'inclusion professionnelle et on vient de passer une année, ce qu'on appelle de vide fertile, pour essayer de, voilà, trouver un peu sa place dans un marché du travail qui a été profondément chamboulé. Et donc, on fait jouer, ça dure une petite heure, un atelier. Et à la suite de ça, on débriefe sur comment ça s'est passé, quoi. Voilà à peu près pour, Ok. on va dire, en quoi consiste le design fiction et comment ça marche. J'ai vraiment une question qui me vient en tête là, c'est euh, comment ne pas se planter en fait, parce que dans 20-30 ans, on ne sait pas ce qu'il y aura. Enfin, quand on voit par exemple même que dans le digital, en 20 ans, comment ça a changé, comment ne pas être à côté de la plaque en fait dans 20-30 ans. Il y a une méthode, il y a une méthodo à suivre, des choses. Ouais, bah en fait, il n'y a pas de, il y a pas de risque de plantage au sens où on ne cherche pas la fiction qu'on va proposer, le design fiction qu'on va proposer n'a pas pour vocation à être, enfin ça se trouve, c'est pas du tout ce qui va arriver. Il y a en fait le futur, il y a une image sur le cône sur le cône du futur. En gros, il y a tout un faisceau en fait de possibilités. Et il y en a qu'une seule qui va advenir, mais du coup, on parle plutôt des futurs. Et le principe du design fiction, c'est d'en rendre tangible un seul. Et c'est pas grave, entre guillemets, si c'est pas celui-là qui va advenir. L'idée, c'est qu'on va créer du débat à partir de celui-là. Et encore, mais c'est même plus que ça, c'est que c'est pas tant la question, c'est pas de se poser quel futur va advenir, c'est quel futur on veut qu'il advienne. Et du coup, de ne plus avoir un rapport passif au futur, mais plutôt un rapport actif. Donc, on essaie d'inverser un peu la démarche, parce que le futur, en fait, n'est que une conséquence des actes qu'on va poser au fur et à mesure dans le présent, quoi. Donc, il y a un enjeu, on va dire, de qualité, au sens où, quand on va construire le design fiction, on va faire tout un travail en amont d'immersion dans le sujet et d'identification des grands enjeux, des grands points de tension, des dilemmes qui sont à résoudre, en fait. Donc, ça passe à la fois par une étude des tendances, un peu, si on peut comparer à ce que ferait une personne qui bosse en planning stratégique dans les agences de communication, par exemple. Donc, il y a, voilà, une connaissance des grandes tendances, des enjeux, et puis il y a aussi une identification ce qu'on va appeler les signaux faibles. C'est des con... sur votre messagerie. Vous Ah, avez 3. ça va être des comportements, des usages qui vont être en marge, en fait, et qui peuvent présupposer de ce que pourrait être le futur. Et donc, voilà, il y a tout un travail en amont pour construire le design fiction. On va chercher à identifier, voilà, les enjeux, les points de tension, les points de friction, et c'est ces enjeux-là qu'on va mettre en fait en histoire. D'accord, ok. D'accord. Donc, éventuellement, c'est là où on peut se planter, en se disant, on n'a pas identifié les bons enjeux et voilà, on n'a pas été pertinent là-dessus. Après, il y a pas vraiment d'enjeu autour de quelle vision du futur on va pousser, quoi. D'accord, ouais. Parce Ok. que c'est vrai que quand on fait des recherches en fait sur le design fiction, on arrive vite à un design fiction slash anthropologie. C'est vachement, enfin c'est vachement lié au final. Et bah, au final, enfin, qu'est-ce que ça apporte de faire des études anthropologiques et en même temps de penser au futur Ouais, bah, c'est ça que je n'en ai pas trop parlé tout à l'heure sur les profils avec qui on pouvait être amené à travailler, mais quand je parle d'experts de sujets, il y a toute la dimension recherche. Ouais. J'en parlais tout à l'heure. On a bossé, enfin, une des missions l'année dernière, c'était avec l'armée suisse. Et en fait, on a travaillé avec un labo de recherche de l'armée. Donc oui, les chercheurs, hein, sociologues, anthropologues, ethnologues, enfin voilà, tous ces types de profils-là vont être hyper pertinents pour justement bien comprendre, en fait, bien s'immerger dans le sujet, comprendre les enjeux, les usages, ouais, les manières de consommer, d'agir, de se comporter, quoi. Mm.
le projet que vous nous parlez avec les militaires, c'est Fantasia, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. C'est Ok, Fantasia. d'accord. Et bah, tu peux nous parler par exemple de ce projet Ouais, carrément. Tac. Je, je passe mes slides. C'était un autre projet. En gros, Fantasia. Donc le projet, c'est avec donc le client s'appelle Arma Suisse Sciences et Technologies. En gros, c'est la branche recherche, veille, prospective de l'armée suisse. Et le format qu'on a retenu, c'est une fiction audio interactive. Donc en gros, on est sur une plateforme web. On est immergé dans un univers sonore. Il y a des comédiens, des comédiennes, donc, voilà, donc il y a de la voix. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on a des choix à faire pour se positionner. Et ces choix-là viennent justement questionner notre rapport aux nouvelles technologies. Donc en gros, notre client est plutôt expert de tout. Il fait une énorme veille sur toutes les questions de nouvelles techno. Et l'armée suisse se pose des questions sur qu'est-ce qui fait que les militaires ou les civils sont prêts à utiliser une nouvelle techno, dans quel contexte, pour quels usages. Donc c'est ces choses-là en fait qu'on a été qu'on cherchait à comprendre. Et donc il y a au-delà de l'exercice de design fiction, ce qui était particulier, c'est que voilà, c'était adossé à un projet de recherche derrière pour vraiment essayer de comprendre euh, les, les attentes et ouais, tout un tas de choses. Ça peut être les craintes aussi par rapport à l'usage de l'intelligence artificielle. et, Pour ouais, allez-y hein, si vous avez des questions. non, non, vas-y, continue sur Pour résumer un peu, pour résumer un peu les défis qu'on avait sur ce projet, en gros, il y avait un équilibre à trouver entre avoir un objet, je vais dire, fun. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une histoire qui agrippe le joueur, c'est qu'il y ait à la fois une dimension ludique, que ce soit cool à faire, mais qu'en même temps, que ça ne se fasse pas au détriment justement de l'objet de recherche. Donc, le fait d'avoir l'ambition de mener un projet de recherche avec amener certaines contraintes qui pouvaient éventuellement enlever un peu de fun à l'expérience. Donc voilà, et puis il y avait un équilibre à trouver entre les deux. Il y avait un vrai enjeu autour de l'univers sonore pour pouvoir créer un. Donc je vous montrerai le trailer, mais en gros, Fantasia, c'est un parc d'attractions et on est dans le PC sécurité du parc d'attractions. Donc il y avait un enjeu autour voilà, d'arriver à recréer un peu cette ambiance de parc d'attractions. Il y avait un défi sur les choix, d'arriver à avoir des choix qui soient très compréhensibles, mais qui soient à la fois, enfin, qui soient difficiles à faire, quoi, que ce soit des choix qui permettent de se positionner. Et puis, il y avait aussi le fait que, l'étude, que les utilisateurs, enfin, que les participants à l'expérience sachent que ce soit transparent, enfin, que ça participe à un projet de recherche, ce qui pouvait amener certaines frictions. Donc il y avait un enjeu autour de ça. Alors, je ne sais pas si le trailer va passer comme ça. Ouais, vous n'aurez peut-être pas le son vu que je suis au casque. Ouais. Je vous mettrai, je vous ferai suivre le lien si vous avez envie d'aller voir un peu Ouais. l'expérience. Globalement, au démarrage du projet, on a fait un travail un peu d'inspiration pour essayer de voir ce qui avait pu être fait autour de ce sujet-là. Donc forcément, on s'est penché sur Moral Machine. Donc Moral Machine, je ne sais pas si certains connaissent, mais c'est une étude du MIT sur le véhicule autonome et en gros sur qui est-ce qu'on sacrifie ou pas dans quel contexte. Donc il y avait, voilà, ça nous a pas mal inspiré. Il y a une expérience sonore qui s'appelle Paris en contre-plongée qui a été faite pour Chanel avec des artistes parisiens, donc avec à la fois un univers visuel, mais surtout un univers sonore assez poussé. Et puis on est aussi allé creuser du côté des podcasts et des expériences sonores, voilà, pour aussi voir ce qui marchait bien, ce qui pouvait nous inspirer. Donc ça, ça a été les inspirations au début du projet. Et puis après, en gros, le premier enjeu, ça a été de construire l'arbre narratif. Donc là, vous pouvez voir sur l'écran à droite, c'est toute l'arborescence
alors, des macros, on va dire des choix stratégiques. On a distingué ce qu'on appelait des choix stratégiques et des choix atmosphériques. Donc, en gros, des choix à faire dans la fiction qui n'ont pas forcément d'influence sur l'orientation. Et les choix stratégiques, eux, pour le coup, vous emmenez dans un embranchement différent, quoi. Donc, il y avait 8 fins possibles à l'histoire. Voilà, tout un tas de possibilités de bifurcation, parce qu'on voulait aussi permettre, malgré que le premier choix soit un choix fort, on voulait permettre aux participants de pouvoir, entre guillemets, de revenir sur leur choix de départ, et d'avoir un parcours nuancé, en fait, et que ce soit pas trop manichéen, on va dire, comme histoire. Donc ça a été une grosse prise de tête de construire l'arborescence qu'on a construite en collaboration avec le labo de recherche pour justement chercher à voir qu'est-ce qu'on va aller interroger, dans quel ordre on va poser les questions, voilà, donc, et puis de commencer à avoir une couche, on va dire, scénaristique avec, quoi, pour que ça tienne un peu la route. Et une fois que ça a été posé, après, il y avait juste entre guillemets, à écrire l'histoire, à mettre un peu de la chair autour du squelette, quoi. Et avant ça, il y a eu aussi tout un travail d'immersion dans le sujet de notre client, donc à savoir les nouvelles technos, l'intelligence artificielle. Mais là pour le coup, on n'a pas eu forcément à faire appel à des experts externes, parce que là, le client avait toute l'expertise suffisante. Tout l'enjeu a été de nous le transmettre, en fait. Parmi les autres choix, c'était essayer de définir un peu le format. On a galéré pendant un bon moment pour ne serait-ce que définir le nom, en fait, de ce que ça allait être. Est-ce que c'est un podcast? Est-ce que c'est une fiction interactive? C'est une expérience visuelle? Est-ce que c'est un jeu vidéo? Parce qu'on est un peu à mi-chemin entre tous ces éléments-là. Donc, quel niveau d'immersion on veut avoir, quel niveau d'interaction. Donc, c'est plein de questions qu'on s'est posées pour essayer de trouver on va dire le format le plus efficace. Au final, on est un peu entre les deux. Et nous, le rôle qu'on a eu se rapproche quasiment de... Alors, je ne connais pas exactement les termes dans les jeux vidéo, mais on va dire d'un producteur de jeux vidéo. Parce qu'il y avait une dimension à la fois technique, la plateforme, l'interactivité, une dimension scénaristique, une dimension sonore, une dimension visuelle. Donc il y avait plusieurs une direction artistique assez large, quoi. Et sur l'audio, donc voilà, on s'est posé beaucoup de questions sur partie casting, avec quelle voix on a envie. Il y avait un enjeu fort, parce qu'en gros, le personnage principal, donc si vous voulez aller faire l'expérience, hein, vous pourrez aller la faire, mais globalement, le rôle en tant que participant, on est la conscience humaine d'une intelligence artificielle qui gère la sécurité du parc d'attractions. Mais on voulait que cette intelligence artificielle ait un aspect, soit la plus humaine possible. Donc on a beaucoup, le casting a été important pour trouver la comédienne qui avait vraiment le ton qui allait bien. Et quand vous suivez l'expérience, forcément, ça met le doute au début de savoir est-ce que Anna, donc l'intelligence artificielle s'appelle Anna, est-ce que Anna est humaine ou pas. Par exemple, on a été, une des influences, c'est Her aussi, le film Her, pour cet aspect-là. Et puis après, il y avait toute l'ambiance aussi autour du parc d'attractions. Donc on a pas mal creusé dans les ambiances un peu rétro, surf rock, pour trouver un côté un peu parc d'attractions à l'américaine, en bord de plage, côté un peu à la fois nostalgique et cool. Vous pourrez aller écouter, mais il y a tout un travail qui a été fait là-dessus. Sur l'ambiance visuelle, il y avait un enjeu sur le côté, on ne voulait pas tomber dans l'ASF. Une des demandes du client, c'était d'avoir un aspect très crédible, très réaliste. Donc lui, une de ses inspirations, c'était Bright Mirror, notamment, par exemple, pour le côté très crédible. Donc on ne voulait pas tomber du tout dans les codes de la science-fiction. Donc visuellement, il y a du questionnement sur le choix des ambiances, des couleurs, des visuels. Tout ça, ça a été des questions. Et puis, on s'est même posé la question, vu qu'on était sur un objet sonore, de la part du visuel. Est-ce que
est-ce qu'on a constamment du visuel ou pas? Est-ce qu'on a des temps est-ce qu'on illustre de manière très figurative ou au contraire de manière très concrète? Bon, vous pourrez aller voir tout ça, vous faire un point de vue. Voilà, c'est des questionnements qu'on a eus. Et également sur la présence d'Anna, comment est-ce qu'on pouvait la traduire au-delà de la voix? Vous verrez le choix qu'on a fait, mais visuellement, la présence d'Anna se traduit aussi. Et là, pour le coup, on a eu pas mal d'échanges aussi on a travaillé avec une agence nantaise qui s'appelle Bac à Sable. J'imagine que ça, il y en a pas mal qui ont peut-être entendu parler. Donc, c'est Bac à Sable qui a géré toute la partie technique de la plateforme. Et du coup, l'équipe, justement, le projet, c'est une vingtaine de personnes. Donc, sur la partie pilotage, direction et écriture, c'était voilà, le collectif, le coup d'après. Et sur la partie plateforme et visuel, il y avait une grosse équipe, en grande partie Bac à Sable. Sur l'audio et l'écriture, on avait 4 personnes aussi. Et puis, on a eu toute la partie casting avec les comédiens et les comédiennes. Donc, globalement, pas mal aussi de coordination et de pilotage sur le projet, quoi. Et sur les résultats, globalement, aujourd'hui, là, entre guillemets, c'est dans les mains. Enfin, c'était un projet grand public, donc il y a eu une petite communication, mais c'était pas forcément qu'à destination du public militaire. Donc c'est pour ça que si vous voulez aller faire l'expérience, vous pourrez le faire. Mais aujourd'hui, on est dans la phase d'analyse des résultats, et ça, pour le coup, c'est le client qui le prend en charge. Et on cherche, enfin voilà, il y a eu aussi tout un travail sur la restitution et qu'est-ce qu'on cherche à mesurer et qu'est-ce qu'on va partager aussi avec les participants à la fin de l'expérience, quoi. Ok. Et du coup, l'expérience pour l'instant, elle porte ses fruits. Les résultats, ils sont. On a des très bons retours sur on va dire, la, la qualité de l'expérience, le côté, enfin, est-ce que c'est plaisant à faire, est-ce que c'est intéressant, on va dire, intéressant et plaisant. Donc là, pour l'instant, on a des très bons retours. Après, en termes de volume, on est, je crois, à 450 participants. L'expérience est un peu, comment dire, je vais essayer de trouver le terme. Exigeante, parce que ça dure, en gros, il y en a pour 20 minutes. Vous partez pour une expérience de 20 minutes avec des choix qui sont assez questionnants. Donc on a eu des témoignages de personnes qui sont pas allées au bout parce que c'était trop stressant, angoissant pour elles. Mais globalement, voilà, l'expérience a bien marché et les retours sont très bons. Vous pourrez aller voir et vous faire votre propre avis. Et le design fiction, ça a quel impact sur ton travail au quotidien? Tu es toujours là à vouloir en fait repousser les limites. À chaque fois, dès que tu as un nouveau projet, ça te pousse un peu à faire ça, non? Ouais, disons que le modèle du collectif, c'est de pas avoir. Nous, en gros, ce qui nous stimule, c'est de partir sur des formats différents, des problématiques différentes. Donc, on n'est clairement pas dans une logique d'industrialisation. Ouais. Et donc, oui, il n'y a pas de. Pour le dire clairement, ce n'est pas les projets les plus rentables d'un point de vue business. Par contre, c'est les plus kiffants, ça c'est sûr. Et oui, c'est stimulant parce qu'à chaque fois, on s'immerge dans un nouveau domaine la plupart du temps. Il y a des vrais enjeux stratégiques pour les clients. Donc oui, c'est assez stimulant comme projet. Et le fait d'avoir eu Là, j'ai parlé de Fantasia, mais on a travaillé aussi pour l'URSSAF, qui est du coup, on va dire, un gros acteur sur le futur du télétravail. Donc ça nous a donné aussi pas mal de visibilité. Ça nous amène aussi d'autres projets pour cette année. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Ouais. Et du coup, justement, comment est-ce que vous choisissez les projets sur lesquels vous travaillez, en fait? Alors aujourd'hui, on n'est pas encore en position de les choisir. Ouais, Alors, le design fiction en France, c'est pas beaucoup d'acteurs. ouais. Alors, je ne connais pas tous nos concurrents, mais on doit être 6 ou 7 agences, collectifs, et là, il y en a quasiment aucun, je pense, qui ne vivent que de ça. Mm. Et nous, les premiers, on a d'autres activités à côté. Et aujourd'hui, du coup, c'est pas tant. Enfin,
on choisit pas, en fait. Il y a deux aspects. Il y a des personnes qui viennent nous voir, il y a des clients qui viennent nous voir. Noémie, avec sa newsletter, en fait, a une belle visibilité. Alors, elle n'est pas connue mondialement, mais en tout cas, dans notre secteur d'activité, elle est connue et du coup, identifiée. Ça nous permet voilà, d'avoir des sollicitations entrantes. Et puis, le fait en fait, d'avoir des projets et d'en parler autour de nous et d'intervenir. Par exemple, on est intervenu au FLUPA il n'y a pas longtemps. Et là, on a été identifié par un prospect qui nous a contacté ensuite. Donc, voilà, c'est un peu comme ça aussi qu'on se fait connaître. Et puis après, il y a aussi, cette année, on a investi du temps pour creuser des thématiques. Donc là, la thématique qu'on a retenue cette année, on va dire, c'est déjà connoté si je le tourne comme ça, mais on est sur l'intergénérationnel. J'allais dire la cohabitation intergénérationnelle, mais la crise du Covid et puis d'autres éléments nous questionnent autour de cette question voilà, de l'intergénérationnel. Donc c'est un sujet qu'on va creuser et on va chercher à produire du contenu pour nous et puis pour diffuser. Donc c'est une manière aussi d'être identifié en fait. Et tu sens que c'est une pratique grandissante quand même, qu'elle prend de plus en plus de place au sein des entreprises ou alors... Ouais, Ouais. alors, on sent clairement que l'année dernière, alors le design fiction, ça fait ouais, quasiment une dizaine d'années que ça existe et on va dire que le concept ou la démarche a été un peu définie, formulée. Alors à Nantes, en France, il y a un acteur qui est très très connu qui s'appelle Nicolas Mainviel, qui fait partie du collectif Making Tomorrow. Donc c'est nos concurrents, mais c'est surtout Nicolas, c'est surtout une grosse influence aussi pour nous. Donc ouais, c'est pas un sujet récent, mais c'est pas non plus un très vieux sujet. Mais par contre, il y a eu un vrai frémissement depuis la crise, on va dire, du Covid, parce que je pense que les entreprises se posent beaucoup plus la question qu'avant de quoi va être fait le futur, de quoi va être fait l'avenir, quoi. Donc c'est des questionnements que certaines boîtes se posaient, que certaines organisations se posaient, mais qui se posent beaucoup plus nettement aujourd'hui. Et puis, il y a aussi de la com autour de ça. Je parlais de Making Tomorrow. Making Tomorrow, en fait, anime, par exemple, la Red Team. Donc, la Red Team, en fait, c'est une équipe d'auteurs de science-fiction qui travaille pour l'armée française et qui a pour objectif de construire des scénarios un peu catastrophes sur ce que pourrait... enfin, catastrophe, en tout cas, plutôt dystopique qu'utopique, plutôt autour de la géopolitique. Et donc, c'est eux qui animent ça. Et donc voilà, il y a eu un peu de buzz autour de la Red Team. Donc voilà, c'est des sujets voilà, qui sont en train de percer. Et clairement, enfin voilà, nous, le collectif, ça fait 2 ans qu'il existe. L'année dernière, on a eu beaucoup plus de missions qu'avant. Et même aujourd'hui, là, on continue à être sollicité. Donc on sent qu'il y a de l'intérêt pour la démarche et il y a un regain d'intérêt, on va dire, pour la prospective au sens large. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as d'autres projets à nous présenter Ouais, rapidement, je peux vous parler d'un projet qu'on a fait pour l'URSSAF. Alors là, du coup, le modèle est un peu différent. C'était plus narratif. Tac. En gros, on a fait, on appelait ça le nouveau normal. C'était des newsletters de fiction pour questionner le futur du télétravail. Donc en gros, le contexte, c'est que l'URSSAF, notre client s'appelle l'ACOS, Réseau des URSSAF. Donc c'est le réseau qui gère un peu tous les URSSAF en France, parce qu'il y a des URSSAF par région. Et en gros, le contexte, c'est que les URSSAF, c'est des structures qui n'étaient pas du tout habituées au télétravail, ou très, très, très peu, et ils se sont retrouvés un peu projetés de manière forcée dans cet univers-là. Donc, plus que de télétravail, on va parler de travail forcé à domicile. Et globalement, ça n'a pas toujours été bien vécu par les collaborateurs. Et donc, il y a un groupe de travail qui a été mis en place pour imaginer ce qui pourrait être fait dans le futur, mais avec une commande assez directe. L'idée, c'était
de travailler sur un nouvel accord cadre d'organisation du travail à partir de 2021, quoi, globalement. Et donc, l'objectif, enfin, ce qui nous a été demandé, c'était de pouvoir amener des concepts, des réflexions autour de la généralisation potentielle du télétravail et d'identifier ce qui faisait consensus, dissensus au sein des collaborateurs. Et du coup, en même temps que ça, de proposer des pistes de réflexion sur ce que pourrait être l'organisation du travail demain pour l'URSSAF. Donc là, on a fait le choix des newsletters parce qu'en gros, on était à distance. L'objectif, c'était de brasser large. L'objectif, c'était d'avoir une communauté un peu autour de ces sujets-là et de pouvoir toucher le plus de collaborateurs possible. Et puis, globalement, le budget et le timing n'étaient pas extensibles. Donc, on est parti. En gros, sur le choix des artefacts, le budget, c'est un peu le choix de l'artefact qui va définir aussi le budget, quoi. Entre une fiction comme Fantasia et des newsletters, bah forcément, voilà, c'est pas le même niveau de budget. Donc, on peut imaginer différentes choses. Sur les newsletters, en gros, il y avait un horizon temporel qui était l'enjeu, c'est d'avoir un futur relativement proche, donc 2-3 ans maximum. Et dans chaque newsletter était construite comme ça. Il y avait une fiction, donc une mini-fiction qu'on peut lire en 5 minutes, 5-10 minutes, inspirée de ce que je vous disais, des tendances lourdes et puis de signaux faibles. À chaque fois, il y avait un artefact pour illustrer la fiction. Donc la fiction, on pourrait considérer que c'est un artefact en tant que tel, mais à chaque fois, là, on avait, on va dire, un artefact un peu plus concret. Donc vous pouvez voir à droite de l'écran, là, c'était des screens d'un motion design. Il y avait à chaque fois un décodage ensuite de la fiction pour expliquer un peu les concepts clés qui étaient amenés dans la fiction. Après, il y avait aussi des liens pour les personnes qui voulaient creuser plus loin le sujet. Et surtout, on avait à chaque fois un questionnaire ensuite pour se positionner sur la fiction et sur les différents concepts. Et à chaque fois, on utilise cette matrice crédibilité, désirabilité. Je vais vous en montrer une après, hein, pour chercher à voir qu'est-ce qui est crédible ou pas et qu'est-ce qui donne envie ou pas, quoi. Globalement, la démarche, on l'a tenue en 6 semaines. Il y a eu une partie de cadrage avec la cliente, avec les clientes pour définir les thématiques. Une partie de conception, donc tout décrire en fait, d'identifier les concepts clés, puis de rédiger les fictions. Après la partie diffusion, et puis ensuite la partie analyse et partage des résultats. Les thématiques, je passe dessus, c'est pas forcément le plus intéressant, mais en gros, on avait une partie configuration technique à régler pour l'envoi, diffusion des newsletters, gestion des questionnaires. Et puis, on a demandé, à chaque fois, on demande aux clients un peu, pas une carte blanche, mais on définit ensemble les thématiques. Et après, l'idée, c'est qu'on puisse amener des partis pris assez forts en fait, dans les fictions. Si on veut que les personnes réagissent à la fiction, il faut que la fiction, elle soit pas au tiède et qu'il y ait un angle assez marqué, quoi. Donc ça, c'est pas toujours évident à faire accepter aux clients. Mais si on veut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des partis pris un peu tranchés. L'équipe sur mesure, ça je passe dessus, mais je vous en ai déjà parlé. Mais globalement, vu qu'il y avait des sujets parfois, par exemple, sur les espaces de travail, on n'était pas expert, on a fait appel à d'autres personnes pour rédiger avec nous les fictions. Donc, en l'occurrence, sur les espaces de travail, c'était Camille Rabineau avec qui on a travaillé. Et les chiffres clés, donc il y avait 4 newsletters, on a eu 4000 abonnés. Il y a eu 16 concepts de tester, en gros 4 concepts par fiction, qui ont donné lieu à, on a eu recueilli 2800 positionnements et aussi un millier de verbatim, parce qu'on laissait la possibilité aux personnes de s'exprimer librement aussi par rapport aux fictions qu'elles avaient pu lire. Verbatim qui ont été traités de manière qualitative et qui nous a pris un peu de temps. Et on a, en plus de ça, animé des ateliers pour cadrer un peu la démarche et vulgariser et expliquer la démarche. Donc, il y a eu un atelier de lancement pour expliquer en gros à quoi allait servir cette démarche-là, quel était un peu comment ça fonctionnait le design fiction, quel était le but de la démarche. Et après, on a eu des ateliers de restitution. Donc, un atelier de restitution assez large avec plein de collaborateurs pour partager les résultats. Et après, là, pour le coup, un atelier de débrief détaillé juste avec le groupe de travail où on est rentré plus dans le détail de ce qu'on avait pu recueillir.
Et à la fin, je pourrais vous mettre le lien aussi. On avait un objet, donc c'était un petit livret, format numérique et puis papier, pour synthétiser toute la démarche, l'ensemble des contenus produits et les résultats, pour pouvoir communiquer dessus aussi pour notre client. Et pour vous donner un exemple donc, des fameuses matrices dont je parlais tout à l'heure, donc là, par exemple, c'était la newsletter numéro 1, la thématique, c'était travailler de chez soi. Et on a interrogé voilà, plusieurs concepts au cours de la fiction. Et à chaque fois, on a obtenu voilà, des positionnements. Donc, vous voyez que suivant les sujets, suivant les concepts, c'est plus ou moins marqué. Il y en a qui font plus consensus que d'autres. Et donc, ça permet en fait à notre client d'avoir une vision assez nette de comment les collaborateurs se positionnent sur différents sujets. Et donc là, vous pouvez voir sur cette première newsletter, on a travaillé avec des illustratrices, là pour le coup, qui ont mis en scène un peu ce qui était décrit dans la mini-fiction. Et ça, c'est ce qu'on a partagé après avec nos clientes, où là, on est allé plus dans le détail. Et la question, c'était notamment de travailler sur le cadran des personnes qui n'avaient... Enfin, sur les concepts, c'était positionné plutôt sur l'aspect j'y crois pas et ça me fait pas envie, pour essayer de comprendre en fait où pouvaient être les blocages en fait. Donc on a eu voilà, 2 temps d'analyse, une analyse plus macro sur les mappings et après une analyse plus détaillée au travers des verbatims notamment pour aller creuser les points qui pouvaient voilà, poser problème. Voilà à peu près à quoi pouvait ressembler cette mission avec l'URSSAF. Ouais, ok. Ouais, du coup, en fait, vous passez par plusieurs petits ateliers avec les clients. En fait, c'est toujours avec les clients et vous faites tout ce qui est interview utilisateur, des choses comme ça. Vous travaillez plus sous forme de sprint. Ouais. Ouais, En c'est gros, plus. la démarche, elle est très itérative et elle est très... alors, nous, on la veut la plus collaborative possible avec le client. Nous, on n'a pas la culture agence de com ou design au sens où le client vient avec un brief, il te donne le brief, tu produis un truc et tu le livres. On n'a pas du tout, nous, cette culture-là. Donc, on est un peu, en ça, on est un peu différenciant. C'est qu'on aime bien que le client mette les mains dans le cambouis avec nous aussi. Et on aime bien travailler. Alors, c'est pas aussi parce qu'on vient du monde un peu de l'IT et de l'agilité. Enfin, en tout cas, on a été influencé par l'agilité, donc plutôt le côté itératif. Et on a moins cette culture, on va dire, agence classique. Alors, je caricature en disant tout ça, parce qu'il y a forcément, il y a du blanc, enfin, il y a pas que du blanc et du noir, mais en tout cas, c'est un truc sur lequel nous, on insiste, le fait de collaborer avec le client et d'avancer de manière un peu itérative. Donc, effectivement, il y a des ateliers, il y a des interviews, voilà, on essaie d'avoir pas mal de séquencements pour avancer dans la démarche. Et il y a un truc auquel on tient beaucoup, c'est nous, on veut pas être juste dans l'inspirationnel. Parce qu'en gros, on pourrait s'arrêter à l'artefact et dire, bah voilà, on a produit un artefact qui est cool, ça va vous inspirer. Mais à la limite, on va s'arrêter un peu à ce qui est Bright Mirror, en fait. Tu vois un film qui amène des concepts, qui amène des questionnements. Mais si ça s'arrête là, nous, on estime que par rapport à la mission qu'on peut avoir avec nos clients, bah, ça manque d'impact, en fait. Si on n'a pas ce temps derrière où on va débriefer avec les personnes qui ont vécu l'expérience pour essayer de comprendre comment elles ont réagi, voilà, en quoi ça les interpelle, en quoi ça leur plaît, en quoi ça leur plaît pas. Et ensuite, justement, s'emparer du sujet vraiment et se dire, bah, voilà, on a vu une vision de ce que pourrait être le futur. Maintenant, qu'est-ce que nous, on a envie de faire? Et ça, par exemple, on l'a fait avec la Maïf cette année. En gros, on a écrit des premières fictions et après, une fois que les personnes ont vu les fictions, ont réagi aux fictions, on a fait des ateliers d'écriture avec certains collaborateurs. Donc, c'était sur les offres de la Maïf. Donc, on a bossé avec les départements innovation et marketing. Et là, c'est eux qui ont écrit leur propre fiction. D'accord. Ah ouais. Pour s'emparer du sujet. Et pour nous, cette phase-là, alors, il y a des contextes où on n'arrive pas forcément à le vendre, mais en tout cas, si on ne le fait pas, il y a une frustration, quoi. Parce qu'on estime qu'on n'est pas allé complètement au bout de la démarche, quoi. Ok. D'accord. Et
vous, d'ailleurs, vous voyez où dans 10 ans, mais c'est plus le design system dans 10 ans, ça sera toujours du design system en soi. Design fiction, pardon. Mm. Mais ouais, dans 10 ans, est-ce que ça sera toujours pareil En fait, c'est un peu compliqué de penser au design fiction dans 10 ans, hein, parce qu'on ne sait pas où on sera déjà dans 10 ans. Mais, Non, c'est ça. Toi, vu que on a l'impression que on voit que tu aimes ton métier, est-ce que tu te vois dans 10 ans faire le même métier déjà? Ouais, alors ça, c'est compliqué. Si je devais mettre une hypothèse, C'est compliqué comme question. En tout cas, ce que je peux espérer, c'est que dans 10 ans, les organisations soient emparées massivement du format, ou en tout cas de l'esprit, de la démarche. C'est que ouais, enfin, depuis 10 ans maintenant que je bosse pour différents clients, je constate que la projection, c'est un exercice difficile en fait. Et se projeter et se poser pour se dire de quoi est-ce que le futur pourrait être fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. On ne le fait pas du tout à l'école, enfin, ou très peu. On le fait peu en entreprise. Donc voilà, à la limite, ce que je pourrais espérer, on va dire, c'est ça, c'est que on est encore plein de clients, mais surtout qu'il y ait plein de clients aussi qui aient intégré la démarche, en fait. On a des demandes d'ailleurs à ce sujet-là. En fait, il y a des clients qui nous demandent, et c'est nous, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on le fait, c'est qu'on bosse avec eux pour justement qu'ils soient plus autonomes par la suite et qu'ils puissent reproduire la démarche eux-mêmes le jour où ils ont envie de le faire, quitte à nous solliciter pour les aider sur un bout du truc. Mais l'idée, c'est aussi ça, c'est d'essayer d'acculturer nos clients pour faire en sorte qu'ils soient autonomes par la suite, quoi. Alors, c'est pas dans la logique des cabinets de conseil classiques où l'idéal, c'est d'avoir un client vache à lait que tu vas pouvoir regarder pendant 10 ans. Mais en tout cas, nous, c'est plutôt comme ça qu'on l'imagine. Et après, sur le fait, est-ce que dans 10 ans, j'en ferai encore, je ne sais pas. Ça, pour le coup, je ne sais pas. Ouais, ce qui est sûr, c'est que c'est une manière pour nous de concilier aussi alors je vais dire quoi, nos espoirs, nos attentes par rapport à l'évolution de la société. Si on s'est lancé sur ce sujet-là, c'est un peu aussi pour ça, c'est qu'on a envie de pousser des fictions qui soient désirables, qui soient souhaitables pour toutes et tous. Pas que pour les organisations d'un point de vue rentabilité, mais voilà, donc forcément les problématiques environnementales, les problématiques d'inclusivité, c'est des choses qui nous parlent à tous les quatre, et puis globalement aussi aux personnes avec qui on travaille. Donc voilà, si on s'est investi sur ce sujet-là, c'est aussi parce que c'est une manière, c'est notre manière aussi d'essayer d'avoir une influence sur ce que pourrait être le futur, quoi. Et c'est vrai que là, en fait, depuis le début, on parle de solutions que le design fiction peut apporter dans le futur, mais c'est aussi une façon de faire aussi de la prévention. Quand on voit Black Mirror, ces choses-là, il y a aussi tout un côté du futur à éviter, quoi. Enfin, Ouais, ça peut être une manière d'alerter. C'est pour ça que en intro, ce que je disais, c'est on peut être sur tout le spectre entre l'utopie et la dystopie, quoi. Donc ça peut être une manière de donner envie, ça peut être une manière d'alerter. En tout cas, l'idée, ouais, c'est ça, c'est de se poser, de se dire qu'est-ce qu'on a envie enfin, qu'est-ce qu'on a envie collectivement de proposer comme vision du futur, quoi. Où est-ce qu'on a envie d'aller, quoi. et du coup, vous, le collectif, il a cette portée aussi ou Bah, aujourd'hui, en notre nom propre, on produit, on produit pour les clients. Après, c'est ce que je vous disais, on essaie Hmm. de, de prendre du temps pour produire du contenu pour nous, et puis enfin, qui peut intéresser d'autres personnes, mais c'est aussi voilà, une manière de travailler sur des sujets qui nous parlent, sont importants pour nous, et où on peut avoir des choses à dire et à montrer, quoi. Ou en tout cas de vouloir sensibiliser. On n'est pas tant dans le fait de pousser notre point de vue, mais plus de dire attention, là-dessus, il y a des enjeux, quoi, et donc il faut s'en saisir. Hmm. D'accord. Ok. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions.
la team. Non, je pense qu'on a, Ouais, Non. ouais, pas mal. on a vu pas mal de choses déjà, ouais. Mais, Ok, Du coup, cool. merci à toi. ouais, merci beaucoup. Bah, Ouais, merci, pour ton temps. merci à vous. C'est cool que les étudiants de l'ECV soient intéressés par ces sujets-là. Ouais. Ouais. Mm. Bah, merci beaucoup. Ouais, merci. De rien. N'hésitez pas, enfin, si vous avez, si vous avez d'autres questions, vous pouvez, Ouais. vous Bah, pouvez si contacter jamais, le. si jamais les élèves ils ont d'autres questions, Ouais, je vous enverrai ça. ouais, vous Mm. pouvez envoyer une petite salle de questions complémentaires, et puis vous pouvez nous contacter sur le site web. Je vous enverrai le lien de Fantasia et puis du site web si vous voulez aller télécharger aussi les livrables qu'on a produits pour l'URSSAF ou la Maïf. On a la chance d'avoir des clients qui sont aussi plutôt cool et qui partagent. Donc voilà, tout est consultable. Enfin, pour l'instant, ces projets-là dont je vous ai parlé sont consultables. Donc si vous avez envie d'aller voir à quoi ça ressemble, Mm. vous pouvez. Carrément. Ouais. Ouais, merci, c'est cool. Merci beaucoup. Cool. Eh ben, Merci. bonne continuation. Ouais, à bientôt. Et à bientôt peut-être. Ouais. Au revoir. Salut. Salut. Salut.